Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus de Podcast ou Sexiste, le podcast qui parle de genre et d'égalité en Corse. Moi, c'est Audrey Royer et je vous retrouve une deuxième fois ce mois-ci pour écouter l'ensemble des témoignages en santé mentale que vous avez bien voulu partager avec moi. Nous allons entendre pour cet épisode spécial santé mentale, à tout âge, dans le cadre des sismes de l'IREPS de Corse, des témoignages sur des tentatives de suicide, des accompagnements psy, des dépressions, du burn-out et de la bipolarité. Si vous souhaitez parler de ces sujets, n'hésitez pas à contacter des personnes de confiance ou des professionnels de santé. Pour un mal de dents, on va chez le dentiste. Pour une problématique mentale, on va chez le psy. Déstigmatisons l'accompagnement psy, déstigmatisons les pathologies en santé mentale et acceptons les émotions et les malaises pour plus d'inclusion de tous et de tous. Je vous laisse avec un premier témoignage pour une jeune fille de 15 ans qui a souhaité rester anonyme et pour qui la voix a été modifiée. Moi, mon parcours en santé mentale, il a commencé vers l'âge de 12 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai 15. Et ça a commencé tout simplement par une psychologue basique qui m'a conseillé, enfin, on a parlé, elle m'a après conseillé l'hôpital, vu que je me sentais vraiment pas bien. À l'hôpital, on m'a beaucoup aidé, on a réussi à me faire parler. Même si je restais isolé dans mon coin, enfin, je voulais pas beaucoup parler. Avec les gens qui étaient présents dans l'hôpital, ça allait, mais le, le personnel et tout, je m'entendais un peu moins avec. Donc après, je suis sorti de l'hôpital. On m'a remis en suivi au CMP. Et puis, au CMP, quand je suis arrivé, du coup, c'est une psychologue qui m'a écouté. On a beaucoup parlé aussi. Et puis, j'ai, je suis retourné à l'hôpital une deuxième fois. Et j'ai dû y rester 3 semaines. Et après ça, donc, je suis ressorti de l'hôpital. J'ai continué l'école, enfin, le collège. J'ai continué à être suivi par la même psychologue du CMP. Jusqu'en décembre, je pense, où j'ai tout arrêté, jusqu'au environ mois de mars, où j'ai repris une psychologue à, de la fin du PAJ, à Saint-Étienne. Et là, je me fais toujours suivre par cette psychologue une fois par mois, et ça me va très bien. Avant que j'aille voir du coup ma première psy, donc j'avais 12 ans, je me sentais vraiment très triste, je me sentais pas bien dans ma peau, je me sentais vraiment pas vraiment au top de ma forme. Et donc voilà, après il y avait eu, enfin il y avait eu beaucoup de choses, mais je me sentais seul et je me sentais aussi que personne pouvait m'aider et tout, et finalement ben, j'avais tort. La confiance en moi, je l'ai plus travaillé à l'hôpital, vu que on était à peu près 6 et que on était à peu près tous là pour la même raison, donc on se comprenait, on arrivait à se parler plus facilement et tout. Et après, enfin, moi, personnellement, le CMP, j'ai, ça m'a plus aidé, pour en parler plutôt qu'à gagner confiance en moi. Ça, c'est plus mes amis, l'école et tout qui ont fait le boulot. Alors, la première fois que je suis rentré à l'hôpital, donc vers le début d'été, je crois que c'était vers juillet, euh, j'ai, j'étais,
aller à l'hôpital parce que je m'étais scarifié et parce que j'avais des pensées suicidaires, des idées noires et tout. Et la deuxième fois où je suis rentré à l'hôpital, du coup, vers le mois d'août, ouais, vers le début du mois d'août, c'est parce que je me sentais pas vraiment en sécurité au mode extérieur, au monde extérieur, et que je continuais à avoir des pensées suicidaires. Enfin, j'étais pas bien aussi. Mais moi, je les conseillerais aussi, bien évidemment, d'abord d'en parler autour d'eux, enfin, à leurs proches, leurs parents, s'ils ont des frères et sœurs ou quoi, peut-être, ou tout simplement aux personnes qui en font, à qui ils font confiance. Et puis, oui, c'est possible d'aller voir une psychologue, vu que eux, c'est des professionnels et qui sont sûrement plus doués que les proches à qui ils vont en parler. Je fais pas grand-chose qui m'aide à être bien, juste je rigole avec mes amis, je leur parle, enfin, j'aime bien être avec eux. Et aujourd'hui, je vais bien, même très bien. Franchement, l'hôpital, enfin, l'histoire de l'hôpital, les psychologues et tout, pour moi, ça, c'est derrière, enfin, c'est du passé. Donc, aujourd'hui, je me sens vraiment bien avec mes amis, ma famille, avec tout le monde. Et avec moi-même aussi. Ah, je voulais aussi dire que il ne faut pas avoir honte de ce qu'on a, de ce qu'on a vécu et que dans tous les cas, un jour ou l'autre, ça ira mieux. Nous arrivons au deuxième témoignage d'une femme de 25 ans. Écoutons. Alors du coup, en fait, ça a commencé, par, à partir, on va dire de 16 ans, autour des 16 ans, en fait, quand, j'étais au lycée, j'avais déjà eu, on va dire, une scolarité assez compliquée. Enfin, je me sentais jamais à l'aise dans des groupes. J'avais des amitiés assez fortes, mais, beaucoup de déceptions. J'avais subi un harcèlement très jeune, un harcèlement scolaire et je me suis un peu réfugiée dans le sport, dans des activités un peu autres, mais j'avais toujours cette, sensation d'être, trop différente par rapport à la classe, par rapport au groupe, de pas être enfin voilà, j'étais bourrée de complexes et sentiment de ne pas appartenir vraiment à voilà, à un groupe d'amis ou des choses comme ça, qui a fait que j'avais déjà de base une fragilité, on va dire et en plus, je ne le savais pas, mais j'étais extrêmement sensible. Enfin, j'en avais pas conscience que c'était aussi un trait de caractère, voilà et qu'on pouvait rien en fait, contre en fait. Que c'était pas non plus, que c'était pas une maladie, mais seulement un trait de caractère. Et en fait, ça a continué jusqu'au lycée d'être un peu, entre les 2, de pas trop savoir en fait où était ma place et au moment où j'ai décidé de m'investir dans la danse à fond, j'avais ça en tête et c'était un peu comment dire? Une, une idée, salvatrice pour moi. Il fallait absolument que je devienne danseuse. Mais après, par la suite, j'ai compris que c'était aussi une façon d'endosser une autre identité, de plus être complètement, moi, dans ce contexte-là, d'école, qui m'étouffait, mais de me tourner vers un avenir et vers quelque chose qui en plus, était, dans une dimension artistique et aussi le fait de pouvoir transformer son corps. Enfin ça c'est assez bon, comment dire? Spécifique à la danse et du coup, j'avais ça en tête, j'avais cet objectif-là de base qui était de transformer mon corps, d'avoir une autre identité, de plus être moi-même en fait. Parce que j'avais un peu ce cette tristesse, sous-jacente, en moi. Voilà et donc j'ai commencé à intensifier un peu ma mes les cours, les entraînements, j'ai passé les auditions, hem, sauf que vers la terminale, j'ai eu, en fait, j'ai eu une grosse déception, dans la danse, en fait, avec, où un professeur m'avait expliqué que, de toute façon, je ne serais pas suffisamment capable et cetera. Ça m'a un peu traumatisée
et j'ai décidé de ne plus m'alimenter. Et donc j'ai basculé dans de l'anorexie restrictive et pendant 1 an, donc j'ai perdu énormément de poids. Je suis descendue jusqu'à 38 kilos et au fur et à mesure donc quand j'étais en train de tomber là-dedans, en fait, j'étais aussi, sans le savoir, en train de tomber dans la dépression. Je m'isolais complètement, je calculais tout. Bref, après c'est un autre sujet au niveau de l'anorexie, mais ça va aussi, à mon sens, complètement avec la dépression. Donc le fait de s'isoler, j'avais toujours un objectif cependant, mais les phases de pleurs commençaient à s'accentuer de plus en plus, de pas comprendre ce qui t'arrive, de pas comprendre pourquoi tu es triste, de te trouver, toi-même complètement, bizarre et différent alors que tu as fait tous ces efforts pour au contraire te sentir mieux. Et voilà, d'être dans une incompréhension totale de tout ce qui se passe, de cette tristesse, de pas arriver au bout de certaines choses que toi tu t'étais mis, de base. Et un isolement qui est accru et de sentir aussi progressivement que, tu n'es pas en phase avec les autres personnes autour de toi, et les autres personnes en fait au final, les personnes que tu pensais être tes amis, s'éloignent progressivement et ne sont plus du tout un appui et se disent, «Bon, bah, de toute façon, cette personne va trop mal», voilà. Donc c'est en plus finalement, hem, commencer à avoir l'étiquette de la personne, qui va mal. Et je m'en suis rendu compte à partir du moment aussi où ma famille a réagi. Quand ils m'ont vu que j'avais perdu énormément de poids, que j'étais très mal, que j'étais très triste, là, bon, en ayant un père médecin et une mère psychologue, j'avais pas trop le choix de de faire quelque chose, on va dire, bon, ça a été, j'en ris maintenant, mais ça a été extrêmement difficile. Mes parents, ils se sont pas très bien comportés dans le sens où, bah, avec quelqu'un qui souffre comme ça d'anorexie, il faut pas, forcer, la personne à manger ou à se peser et cetera. C'est pas dans cet ordre-là. Mais, j'ai été convaincue du coup d'aller, consulter une psychiatre. Donc j'ai consulté et on m'a proposé de prendre, donc déjà, il fallait que je reprenne du poids, mais aussi de prendre des antidépresseurs et j'ai complètement refusé. J'ai refusé. Pour moi, la seule chose qui avait de l'importance, c'était d'accord, je reprenais du poids, mais pour rentrer en école de danse. Donc je suis rentrée en école de danse, j'ai réussi et là, j'étais, complètement happée par la formation. Donc là, la dépression, on va dire, s'estompait un peu, mais j'avais encore des restes du fait de ne pas me sentir, à nouveau à l'aise dans un groupe, d'être, très solitaire, d'être complètement en fait aussi, un des traits de la dépression, ça serait de se focaliser complètement dans le travail et d'essayer quand même, corps et âme, de focaliser son attention et ses pensées comment dire? Un objectif précis, et du travail et se couper des liens au final. Et c'est une manière de se fuir en fait, c'est une manière de fuir sa souffrance et dès que je ne pouvais pas travailler ou dès que j'étais dans une situation où j'étais pas en studio pour le coup et que j'étais pas en train de prendre un cours de danse et cetera, eh bien, je sentais à nouveau, en tout cas, soit des moments de panique intérieure en fait, de beaucoup d'anxiété, aussi, j'avais, depuis très longtemps la peur de la mort, du temps qui passe et cetera. Enfin, toutes ces choses-là qui ont fait que j'avais du mal à être au quotidien, à sentir un apaisement. Et bon, j'ai continué, avec la danse qui m'a pris de plus en plus, d'énergie et d'esprit et qui ont fait que finalement les expériences te tirent vers le haut et tu peux te sortir un peu d'états dépressifs. Et donc j'avais la sensation en tout cas, quand je suis rentrée au CNDC d'Angers d'être sortie de la dépression. Sauf que bon, j'ai eu des épisodes à nouveau où on rechute et on pleure beaucoup et on se sent à nouveau, complètement à l'écart, pas à la hauteur et cetera et que des fois on a envie de tout arrêter, tout stopper, même pas se lever le matin et cetera. Ça revenait quand même, mais voilà, mais j'avançais malgré tout. Et il est venu le moment où je suis allée en Allemagne et là, j'ai implosé, on va dire. C'est que, le fait d'habiter, très loin, d'être, dans un pays où je ne comprenais pas du tout la langue, où, j'aimais pas du tout l'appartement où je vivais, je me sentais encore plus isolée. Là, j'ai fait carrément une crise d'angoisse quand j'ai emménagé
Et en fait, je tirais sur la corde dans le sens où je travaillais, je travaillais, je travaillais. À nouveau, j'utilisais cette stratégie-là de travailler pour éviter de trop penser et pour ne pas, moi-même sombrer. En fait, je m'auto-forçais parce que j'avais l'impression que si je m'arrêtais, voilà, bah, c'était fini, quoi. Je renclencherais une boucle de, je peux plus bouger, en fait. Et donc, voilà, la pression aussi de cette université faisait que j'avais pas le choix de poursuivre. Mais n'empêche qu'à chaque fois, les moments où tu es seule chez toi, bah, tu vas, t'écrouler en pleurs, te dire que de toute façon tu es seule, que de toute façon, ta vie sert à rien, que ton existence, elle vaut rien, que, tu fais tout ça, mais tu sais pas pourquoi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de pensées négatives qui sont présentes et qui te submergent, surtout quand, tu te retrouves seule chez toi et seule avec ces pensées. Et ensuite, donc après, j'ai fini, cette formation. J'étais dans un état, pitoyable. En fait, la peau aussi somatise. J'avais énormément de problèmes de peau. J'étais très, très mal à ce moment-là et le covid est arrivé et ça m'a permis de couper un peu après et revenir en France et c'était au début, en tout cas, un moment où je pouvais, voir un peu, heu, mon état en face, en fait, entre guillemets, au lieu de mettre tout ça de côté et j'ai vu que j'étais vraiment extrêmement fragilisée par, cette formation, par, la dépression et que j'avais rien résolu, on va dire, depuis toutes ces années, en fait. Même si ces expériences, te font grandir, cette strate, sous-jacente-là, de tristesse et de manque d'estime et aussi de troubles, de questions existentielles sur, pourquoi je vis, enfin, de comparaison constante, c'est assez lourd et ça te revient à la gueule, très, très rapidement, en fait, quand, ton mécanisme, en tout cas, hem de travail et de survie, n'est plus présent. Donc à ce moment-là, j'ai été très, très mal aussi pendant, voilà, pendant le covid et j'ai reconsulté. À ce moment-là, j'ai repris une thérapie, donc voilà, mais par téléphone évidemment et progressivement, j'ai essayé de réfléchir sur tout ça. En parallèle, j'avais fait la rencontre de quelqu'un qui m'a un peu manipulée, on va dire, en me disant enfin, en me baladant complètement et comme j'avais à nouveau cette fragilité, une histoire de cœur, c'était, voilà, avec, cette personne, c'est avec qui j'ai fait ma première fois et tout ça, bah, quand ça s'est terminé, pour moi, c'était la goutte de trop. Et là, c'est à ce moment-là où ma dépression, je suis retournée dans un état, heu, vraiment très aigu comme quand j'avais fait de l'anorexie, c'est-à-dire que je pouvais en tout cas plus me lever, je voyais absolument tout en noir. J'ai jamais eu des envies suicidaires, mais j'avais toujours eu en tout cas, cette idée-là en tête de, j'aimerais bien, ne pas exister. J'aimerais bien je peux pas supporter mon corps, je peux pas supporter ma peau, j'aimerais vraiment être dans un autre corps, j'aimerais vraiment avoir une autre vie. Je il y a pas d'espoir en fait, il y a rien qui va comme je l'aimerais, il y a rien qui ira mieux et même à un stade où tes pensées, elles sont à plat. Il y a juste plus d'énergie, il y a juste, un gouffre en toi et tu fais que pleurer et tu préfères, rester seule et voilà. Et donc à ce moment-là où, tu peux même plus te lever et t'habiller et sortir dehors et que tu passes, la journée dans le noir, sur ton canapé, bon, c'est au bout d'un moment tu sens que c'est plus possible, que là, la tristesse elle devient insupportable sur la durée et évidemment, l'entourage fait que, finalement te propose des aides et donc j'ai accepté à ce moment-là de prendre, un demi, de paroxétine, donc la moitié d'un antidépresseur par jour et ça a fait légèrement son effet, mais c'était pas suffisant au début et puis pendant 1 an et 2 ans, enfin à peu près 2 ans, c'était pas suffisant, c'était une microdose et en fait, ça stabilisait légèrement l'humeur, mais j'avais toujours, des tendances à être, dans la négativité, la plus extrême par moment et quand, je après quand en fait, quand les choses n'évoluent pas et dans son quotidien, j'ai fini par me laisser convaincre que peut-être, j'accepterais, de prendre la dose entière. J'étais très, très réticente à ça parce que j'avais peur que ça change complètement enfin, c'est étrange de dire ça, mais ma personnalité. J'avais peur que, je sois plus moi-même en fait, que c'était, parce que
que je perde, parce que je continuais quand même malgré tout à côté à créer un peu, et cetera. J'avais peur de, voilà, de plus avoir de sensibilité du tout. Parce que même quand tu es dépressif, il y a des moments où tu es extrêmement mal, mais ça arrive aussi des moments où tu arrives à quand même à apprécier certaines choses, hein. On n'est pas, enfin, ça arrive aussi, voilà. Mais voilà, j'étais très j'avais peur parce que je me disais: «Bon, un antidépresseur, ça agit quand même sur ton cerveau, c'est j'ai je sais pas ce que je vais ingérer, ce que je vais donner à mon corps». Et en fait, on m'a expliqué que sur la balance, en fait, entre, être, heu, être atteint de dépression et de plus pouvoir agir, et cetera, et prendre un antidépresseur qui va rééquilibrer, qui va juste te donner un peu plus de sérotonine et pour pouvoir agir, et renclencher, on va dire, un cercle vertueux où tu vas être, plus investi dans ta vie et reprendre des choses en main et des bonnes habitudes. Bah, en fait, même si c'est pas durable, ça quand même, c'est important de le prendre, et c'est aussi une manière comment dire? De réaliser et d'accepter le fait que c'est une maladie, et ça, c'est extrêmement difficile à reconnaître. On se dit toujours: «Bah, c'est à cause de la situation, c'est à cause de ça, c'est bon, ou c'est moi qui est pas à la hauteur», et cetera. Mais on n'a pas conscience que c'est une maladie et que ça t'empêche de voir les choses, d'avoir du discernement. La dépression, ça te retire un discernement, juste, en fait, c'est, hem c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, la réalité, elle est complètement obstruée, et ce filtre-là fait que, tu vas essayer de faire des efforts, mais ça sera presque en vain, en fait. C'est ça qui est dur, et donc c'est pour ça que ce support extérieur, que ça soit à travers une thérapeute et l'antidépresseur, c'est nécessaire pour, retrouver un cap aussi, voilà. Après me concernant, j'étais avec et je suis toujours suivie par une psychiatre qui fait enfin, qui travaille en faisant, enfin, je fais une psychanalyse, on va dire, donc c'est beaucoup toi qui es agent dans la séance et qui doit beaucoup parler, qui doit résoudre aussi les choses par soi-même, et on est aiguillé par, le thérapeute. Mais voilà, au début, c'est sûr que c'était extrêmement difficile les premiers temps. Moi, je me rappelle quand, j'étais face à la psychiatre avec ses grands yeux, et ses pupilles noires, et qui me qui me fixait, et elle me disait juste: «Bon, je vous écoute». Et moi, j'étais juste mal, et et je m'attendais plutôt à ce qu'on me donne des conseils, ou à ce que directement on me donne les réponses. J'étais naïvement en train de me dire, bah, je vais lui dire 2-3 choses et puis elle va me couper et elle va m'expliquer ce que j'ai. Et en fait, non, c'est beaucoup plus long que ça, mais au final, ça marche d'une certaine façon, à force, de réfléchir sur soi, d'être suivi, de prendre de la distance et d'être tolérant avec soi-même en se disant que, c'est une maladie. On finit par guérir progressivement, en fait, voilà. Moi, j'ai très bien conscience que par rapport à 2-3 ans, je suis pas du tout la même personne, même si je continue de suivre, enfin, d'être suivie et de prendre un traitement. Nouveau témoignage, de nouveau, la voix a été modifiée pour cette fille de 24 ans. Euh, je dirais que c'était surtout au début de mon adolescence. Ça a été assez chaotique parce que j'avais une situation familiale qui était plutôt très instable et j'ai traversé beaucoup de choses qui n'étaient pas vraiment évidentes. Et du coup, j'ai été beaucoup accompagné par différentes personnes, beaucoup de psychologues, des psychiatres aussi. J'ai été dans un centre hospitalier carrément après une tentative de suicide. Est-ce que tu as été en dépression? Oui, je dirais ça, mais c'était plutôt causé par certains événements qu'il y avait eu dans ma vie, qui ont été très durs à digérer et à accepter aussi. Et puis j'avais peu de soutien de mon environnement, je dirais, dans ma famille ou de mes proches en général, à part une personne qui a toujours été présente pour moi. Et c'est ça qui a fait que c'était très compliqué. Je vais plutôt dire que je me sentais complètement détruite, dévastée. J'avais l'impression qu'il n'y avait aucune issue et que je m'en sortirais jamais. Je me sentais, c'est comme si j'étais constamment triste, en colère contre le monde qui m'entoure, contre moi-même aussi. J'avais beaucoup d'incompréhension, j'avais l'impression que j'arriverais jamais à avancer dans ma vie. Que
aux autres, je me comparais beaucoup aux autres à l'époque, que j'arriverais pas à m'en sortir. En fait, comme j'ai dû passer au tribunal pour tout ce qui s'est passé dans ma famille, j'ai eu des psychologues et des psychiatres qui m'ont été assignés parce que ça n'allait pas. Et pour parler de ça, mais c'était plutôt le juge, on va dire, qui avait assigné à ce que je sois traité. Aussi, par la suite, moi-même, je me suis aperçu que même si, enfin, c'était une nécessité quelque part de faire quelque chose. Il y a eu une période de ma vie où j'ai été dans l'obligation d'être traité justement parce que suite à une tentative de suicide que j'ai faite, j'ai été donc à Castellucci et en fait là, à ce moment-là, quand je suis sorti de l'hôpital, parce que j'ai dû y rester pendant 3 semaines réellement, j'ai eu une infirmière qui est passée à domicile et j'étais dans l'obligation de prendre des cachets, donc des antidépresseurs, des anxiolytiques et des choses qui m'aidaient à dormir aussi parce que je n'arrivais pas du tout à trouver le sommeil et que ça n'allait pas. Et je devais en prendre 2 fois par jour. Elle passait le matin et le soir pour me donner les comprimés que je devais prendre. Et je sais pas du coup si c'est une bonne chose de dire ça, mais je me suis vraiment pas senti bien avec ce traitement-là. Et si demain je devais conseiller quelque chose à quelqu'un, ce serait pas de prendre ce genre de traitement parce que j'avais vraiment le sentiment d'être comme devenu un zombie, en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si je me sentais déconnecté de mes propres émotions. C'est comme si je vivais plus réellement. Et de moi-même, en fait, au bout de 6 ou 7 mois, j'ai décidé d'arrêter de prendre ce traitement sans l'accord de cette infirmière. Et je faisais semblant de prendre ces cachets alors qu'en réalité, je les prenais plus. Et c'est là que vraiment je me suis senti mieux par la suite. Mais ça a pris énormément de temps avant d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et je dirais pas que sur l'instant, je me sentais mieux de plus prendre de médicaments, mais pas réellement mieux dans ma vie. Et les problèmes que j'avais, j'arrivais pas à les éradiquer. J'arrivais pas à prendre du recul sur ces choses-là. Et c'était pas, c'est que bien plus tard que j'ai réussi, par d'autres biais, à prendre confiance en moi et à m'apercevoir que finalement, ben, c'était pas ces problèmes-là qui définissaient ma vie. Comment tu as fait du coup? Quels ont été les éléments euh, qui t'ont aidé à aller mieux et à prendre confiance en toi? Je dirais déjà de trouver de l'aide auprès de mes proches. Je suis être là quand j'avais des soucis. Des gens proches de moi à qui j'ai pu me confier, et oui, des professionnels de santé qui ont pu être là pour moi et pour m'épauler, me soutenir, me donner des conseils dans ma vie pour me faire aller sur un chemin qui était plus droit et plus adapté, je dirais. Et, euh, et le fait aussi ça vient beaucoup des autres, mais ça vient aussi, je pense, de soi-même, de prendre conscience que, qu'en réalité, tout vient de soi. Et quand on n'arrive pas à croire en soi-même, eh ben, c'est comme si le monde entier, c'est dur à expliquer. C'est comme si le monde entier te reflétait que tu avais raison de ne pas avoir confiance en toi. Exactement. Oui, tout à fait. Oui. Alors qu'une fois que soi-même on prend conscience de sa propre valeur, de ses propres capacités, qu'on essaye de croire en un avenir différent et qu'on s'aperçoit que finalement ça peut changer, eh ben, on s'aperçoit qu'en fait, ben, c'est comme si c'est notre propre construction de pensée qui nous attire encore plus de problèmes. Alors que si on commence à penser d'une façon positive, d'une façon qui nous emmène vers quelque chose de mieux, je vais te dire par exemple que le fait de croire en soi, eh ben, ça permet Ça t'a apporté des choses positives. voilà, c'est ça. Et puis ça change la façon dont on se voit soi-même. Parce qu'au départ, on se met soi-même dans une situation d'échec et de j'y arriverai jamais, c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Mais finalement, avec le temps, le fait de réussir à atteindre un objectif qu'on s'était fixé, ben ça prouve qu'on a été capable de le faire. Et ça renforce la confiance en soi et l'image, l'estime de soi, je dirais. Et donc, quand on a cette estime de soi qui est remontée, on peut ensuite se projeter plus loin et s'apercevoir qu'on est capable de plus. Et c'est comme un cercle qui continue, je dirais. Il y a eu d'autres facteurs aussi. Quand j'ai réussi à trouver un travail qui était stable, quelque chose dans lequel je me plaisais, qui faisait que je m'épanouissais là-dedans, que j'étais heureuse de faire ce que je faisais, plus simplement, j'y allais plus à contre-cœur ou parce que j'étais obligé de le faire, mais simplement parce que c'était quelque chose qui me plaisait et ça m'a beaucoup aidé. Et après, tu te sens bien dans ta vie, à arriver à un certain stade de, bah, d'avoir acquis cette stabilité-là et de réussir à ça permet aussi financièrement de te projeter plus loin, de faire l'acquisition de certaines choses comme des affaires personnelles, et d'avoir son propre logement, de plus dépendre des autres. Ça aussi, ça a été très,
très important pour moi. Parce que au départ, je dépendais beaucoup de beaucoup de monde, de ma famille, enfin de ma grand-mère qui m'a beaucoup aidé. Et puis, j'avais pas d'autonomie dans le sens où j'ai mis très longtemps à acquérir le permis de conduire, ce genre de choses. Et de pouvoir payer mon permis de conduire, de m'acheter ma voiture, d'avoir mon appartement, mes meubles, ça m'a beaucoup, ça m'a valorisé. Je conseillerais de pas faire de notre situation une fatalité, de toujours se dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui la situation elle est d'une façon que ça sera le cas pour toute ta vie. Et il faut réussir à se projeter dans l'avenir et à croire en soi-même et à se dire que on est capable de réussir autant que n'importe qui du moment qu'on s'en donne les moyens et du moment qu'on essaye et qu'on fait ce qu'il faut pour avancer. Euh, Aussi de s'appuyer sur les professionnels de santé. Ça, c'est quelque chose qui est important parce qu'il faut pas rester seul avec ses problèmes et comment dire, de pas avoir de recul parce qu'on n'a pas de recul si on est tout seul, on n'arrive pas à réfléchir comme il faut. Et de s'appuyer sur des personnes, que ce soit un psychologue à qui parler ou un éducateur ou quelqu'un en qui on a confiance, ça permet d'ouvrir des portes que peut-être nous-mêmes on n'avait pas pensé à ouvrir, de trouver des solutions qui n'étaient pas forcément présentées à nous. Et euh, je dirais qu'à la base, on a beaucoup, enfin, il y a beaucoup d'idées reçues concernant ce genre de sujet-là et que c'est pas forcément quelque chose de réel. Je conseillerais pas, en revanche, tout ce qui est prise en charge médicamenteuse, mais pour le fait de parler et de communiquer sur ces problèmes, je pense que ça peut être quelque chose de positif et qui peut apporter beaucoup. Mais il faut avant toute chose avoir la volonté soi-même de travailler parce que d'y aller à contre-cœur et de pas, de pas réellement vouloir se donner les moyens ou de pas parler à cœur ouvert, c'est pas quelque chose qui est utile. Mais si vraiment on fait soi-même ces démarches parce qu'on est dans le but de vouloir aller mieux et qu'on s'ouvre réellement, alors ça peut apporter quelque chose, je pense. Enfin, nous arrivons sur ce dernier témoignage de femme. Écoutons cette jeune fille de 22 ans diagnostiquée borderline. En fait, ça a deux noms. Trouble de personnalité limite et trouble borderline. Mais c'est la même chose. C'est changement d'humeur qui fluctue, c'est-à-dire que par exemple là où un bipolaire il va changer, ça va être vraiment périodique, des épisodes. Nous, ça va être des épisodes entre phase maniaque, phase de dépression, phase de colère, plein de phases en fait différentes, où en fait tout est poussé à l'extrême. Par exemple, certains vont être en colère, nous on va être très en colère. Moi, j'ai pas beaucoup ces phases-là, mais j'en connais qui ont. Moi, je connais pas mal de borderline qui ont pas du tout les mêmes phases que moi, par exemple. Moi, je suis vraiment entre phase maniaque, très maniaque même, et phase de dépression où vraiment je veux rien faire de ma journée, pas bouger du lit, ni rien entendre de rien de personne. Maniaque, c'est plutôt dans niveau excitation. Très excitée, je saute partout, je me fatigue moi-même, carrément, à ce stade. Mais j'ai eu des périodes, notamment il y a 2 ans, et ça a commencé plutôt ça fait très longtemps que je souffre de dépression, mais que je le vis comme ça fait vraiment 4 ans, au suicide de ma meilleure amie. Forcément, au niveau moral, ça met un coup. Après, voilà quoi. Pas évident. Donc ta meilleure amie qui s'est suicidée aussi à cause d'une dépression. Ouais, dépression, elle diagnostiquée bipolaire pour le coup. Ouais. Ok, tu vis comment la perte d'un proche On le vit jamais bien. Déjà, même si on sait que ça va arriver, on fait totalement un déni. Moi, je savais que ça allait arriver un jour. Je n'étais persuadée que c'était pas son coup d'essai. Mais là, elle s'est vraiment laissé aucune chance. Donc c'est vrai que c'est... Après, moi, on m'appelle le lendemain matin, se faire réveiller par ce genre d'annonce, c'est jamais évident. Surtout que j'étais la dernière personne à qui elle a parlé. Elle m'a dit quand même « je t'aime » avant de partir, etc. C'est compliqué. On refuse. Même après 4 ans, j'avoue, des fois, je me dis que je vais la voir, je vais la croiser quelque part, alors que pas du tout, pas possible. Et quand tu as un trouble borderline et que tu vis la perte d'un proche comme ça, est-ce que c'est plus compliqué ? Plus compliqué, je sais pas. Je pense qu'on vit les émotions autrement que quelqu'un qui n'a pas de trouble en général, même pas nécessairement borderline. Mais c'est vrai que quand on est atteint, visé de près ou de loin à ce genre de cas, je pense que c'est bon. Dans tous les cas, ça reste compliqué. Mais on le vit différemment, je pense. Et donc, tu te dis que depuis tes 14 ans, tu as des phases de dépression comme ça ? Oui,
plus ou moins intense ou tout très intense? Plus ou moins intense, plutôt. Et là maintenant, tu as 24 ans? Ouais. Donc ça fait 10 ans que tu as été suivie par des psychologues, des professionnels? Ouais, psychiatre et psychologue, mais pas dès mes 14 ans. Parce que j'étais encore chez mes parents, c'était un peu tabou. Enfin, c'est toujours compliqué d'en parler aux parents. Du fait qu'on va mal, qu'on a des problèmes perso, que c'est plus compliqué que peut-être certaines personnes. Et j'ai toujours été plus ou moins assez sensible, plus ou moins assez liée, parce que j'ai quand même des cas aussi génétiquement de troubles de la personnalité, donc c'est vrai que j'étais vachement plus exposée que d'autres personnes, quoi. Et peut-être aussi tu as tendance à minimiser quand tu es jeune, parce que tu t'es dit, bon, c'est adolescent. C'est ça. Moi, je me suis dit, je vais grandir. C'est ça, ça va passer. C'est ce que je me disais. Au final, on voit que ça passe pas trop. On se dit, il est peut-être temps d'aller voir quelqu'un, de se faire aider, peut-être. Moi, en tout cas, je suis très satisfaite de l'accompagnement du BAPU. Et j'aime ce côté, en fait, où c'est étudiant. En plus, quand on est étudiant, on n'a pas forcément les moyens aussi de se faire aider financièrement. C'est vrai que c'est compliqué. Là, c'est gratuit, c'est vraiment anonyme. Moi, ça m'arrive de croiser ma psy. Je suis caissière, donc des fois, je l'encaisse et juste on se fait des sourires. Mais en même temps, on parle pas de... Voilà, pourtant, on n'a plus de contact aujourd'hui parce que du coup, moi, je suis plus étudiante, donc je peux plus bénéficier de ça. Après, il y a d'autres aides, le CMPP, etc. En soi, il y a quand même des solutions pour les gens qui veulent se faire aider. C'est sûr. Et pour terminer, nous pouvons écouter cet homme de 51 ans, bipolaire. Alors moi je m'appelle Régis, je suis venu en Corse en 1996. J'en avais besoin parce que je végétais vraiment sur le continent. Donc je me suis dit pourquoi pas, why not. Donc j'étais sur la route avec un Québécois que j'avais rencontré dans des travaux agricoles, quoi. Je cueillais les pommes à Gap sur le continent et je suis venu ici. On m'a dit qu'il y avait des avocats, des mandarines et compagnie. C'était en novembre. Seulement le problème c'est que les équipes étaient déjà bouclées. Ou alors les patrons qu'on a rencontrés, c'était pas assez bien payé. Donc retour sur Ajaccio, pas un euro en poche, mais bon, c'était pas l'euro à l'époque, c'était le franc, donc voilà, pas un franc en poche. Fraternité du partage, on est passé par la FALEP et compagnie. Et puis finalement, la FALEP a réussi à me trouver un appartement en location. Et ensuite, j'ai emménagé en 2002 et j'ai même acheté mon appartement. J'ai eu l'opportunité et la chance d'être propriétaire. Voilà. En ce qui concerne la maladie, c'est quelque chose qui s'est déclenché vraiment en 1991, alors que j'avais 18 ans, où j'ai véritablement pété un cap, quoi. Grosse dépression, isolement, je ne pouvais plus parler aux gens, je me sentais vraiment coincé, brûlé de l'intérieur, vide, complètement vide. J'avais plus rien à donner. Donc voilà, j'étais encore au lycée, quoi. J'avais redoublé déjà une fois, mais bon, ça, c'est pas trop le problème. Le problème, c'est que je me suis déscolarisé, quoi, tout simplement. Et là a commencé l'enfer, quoi. Voilà, je me souviens être rentré dans un bar où j'avais un bon pote à moi qui m'a dit « Bienvenue dans la vie active », en me tendant les bras. Et là, je me suis dit « Je suis dans la merde, quoi. Je suis dans la merde ». Et ça s'est confirmé par la suite. Mes parents l'ont pas très bien pris, ce qui est un petit peu normal. Et je suis resté chez moi et à déprimer, jusqu'à ce que mon père m'emmène voir une psy qui m'a diagnostiqué maniaco-dépressif. Voilà, à l'époque, ça s'appelait comme ça, quoi. C'est-à-dire 2 phases. La phase dépressive et donc la phase maniaque où on se sent euphorique et le roi du monde, quoi. Voilà. J'ai pris un traitement qui existe toujours, le Prozac. Mais le Prozac, en fin de compte, ça faisait qu'amplifier et accentuer mes phases. Voilà. C'était pas le traitement adapté. On va pas jeter la pierre, je sais pas moi, au pharmacien ou au docteur. Mais en tout cas, c'était... déjà, c'est dur à diagnostiquer une maladie mentale. Ça peut prendre 10 ans, 15 ans, quoi. Mais ensuite, pour la soigner, c'est encore plus dur, quoi, au niveau du dosage. Donc voilà, c'était inadapté, ce qui fait que j'étais quand même encore 2 ans chez mes parents. Est-ce que c'était agréable? On va dire que j'avais mon chez-moi, quoi. Voilà, c'était une grande baraque, donc j'avais 80 mètres carrés à moi. Mais bon, j'étais seul. Hormis mon père qui venait me voir et mon chien, j'étais vraiment désemparé, quoi. Sale période, franchement, sale période. Après, je me suis bougé en 93, j'ai passé mon BAFA, j'ai travaillé avec les enfants, ça m'a plu. J'ai fait
plusieurs villes en France, donc j'étais hébergé et compagnie. Et puis voilà, bosser avec les mômes, c'est revigorant, quoi. Voilà, ça vous remet la pêche. Et après, je suis retombé en dépression, machin. J'ai 93, 96, très bien. Et 96, rebadaboum. Rebadaboum sur le continent et exactement un peu plus tard en Corse. Pour, voilà, histoire de remonter à cheval. Voilà. 96-2008, rien de spécial. 2008, rencontre avec l'association Isatis. Voilà, donc prise en charge par une psychiatre à l'extérieur, mais aussi par une psychologue de l'intérieur, où voilà, on se voyait quasiment toutes les semaines. Comment ça se passe avec un projet de réinsertion et compagnie. Au niveau de la psychiatrie, en tout cas au niveau de la psychiatre que je voyais à l'époque, là cette fois j'ai pris du lithium, parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Et je m'y suis tenu pendant pas mal d'années. Ça a fonctionné, ça a même très très bien marché. Sauf qu'à un moment donné, stop, voilà, déni. J'en ai marre. J'en ai marre de me considérer comme un malade, quoi. En fin de compte, tout va bien. Mais non, tout allait pas bien, donc voilà, rechute. Et automédication, malheureusement, pendant une quinzaine d'années par l'alcool. Voilà, je suis tombé dans l'alcool. Mais bien, hein, comme il faut, quoi. Comme il faut. Pourtant, je sais nager, mais j'en avais jusqu'au bout des cheveux de ma tête. Et forcément, pas de traitement, quoi, mais 15 ans d'alcoolisme. Là, prise de conscience, il y a pas très longtemps, en fin de compte, il y a 6 ans. Arrêt d'alcool, parce que j'ai jamais aimé ça, en fin de compte, quoi. Donc, ça a été très simple pour moi. Dieu merci, heureusement, quoi. Voilà. C'est clair. Et donc, reprise de traitement et resuivi jusqu'à maintenant par le C2R2. Non, en fait, le déni, il vient de la maladie elle-même, quoi. Voilà. Parce que quand on est en phase maniaque, on se sent vraiment tout puissant, invincible, et on se dit, voire mégalomane, quoi. On peut avoir des pensées mégalo, quoi. Pourquoi je continuerais de prendre les médicaments alors que tout va bien, quoi. Voilà. Mais ça, c'était quand tout allait bien. Et quand tout va mal, ben voilà, allô maman bobo, on recommence à pleurer et on va revoir son psychiatre. Voilà. Il m'est arrivé d'avoir des épisodes mixtes. C'est-à-dire qu'en l'espace, mais c'était très très succinct, très court, quoi. En l'espace de 10 minutes, je pouvais passer d'une joie intense à une mélancolie extrême, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous fait tourbillonner le cerveau, on perd ses repères, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus à qui s'adresser, en tout cas on pense qu'on ne sait plus à qui s'adresser. Rupture du lien familial, des liens amicaux, enfin bref, quoi. On se sent un peu paumé et on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Parce que forcément on a des idées noires et des idées pires, quoi. Voilà. Il y a des clichés, En ce moment, il m'arrive de regarder, vous savez, les téléfilms à la con là, sur TF1. Et la mode, avant c'était les schizophrènes, maintenant ce sont les bipolaires. Alors, ils sont tous dangereux, fous, psychopathes à la fin et compagnie, quoi. Donc, est-ce que ça fait mal? Non, j'en tiens pas compte, parce que ce serait me rajouter encore, voilà. Mais c'est vrai que les clichés, on la vie dure, quoi. Voilà. Vous parlez de méconnaissance et moi, j'ai envie aussi de parler de reconnaissance, quoi. On manque de reconnaissance, quoi, sans être forcément malade. On se touche plus depuis le Covid. Se serrer la main, c'est un exploit. On peut virer des gens comme ça alors qu'ils ont bossé pendant 40 ans comme des malpropres. C'est ça dont nous souffrons le plus, je trouve, quoi. Mais non, j'en parle pas, mais ça se voyait dans le milieu professionnel à un moment donné, quand je changeais de comportement, quand j'étais trop excité, que je parlais comme une mitraillette, voilà, que j'étais trop speed. Il y a des gens qui ont dû dire, celui-là, il a un problème, quoi, il a un pet au casque, quoi, forcément. Ce serait tout simplement une vie normale, quoi. Voilà, c'est la vie bateau, quoi. Avoir un boulot, rentrer chez soi, dire bonsoir à sa femme éventuellement, et puis voilà, quoi. Ouais, moi je rêve de normalité, quoi. Ouais, je rêve pas de gagner à l'euro-million. Ouais. Et vous avez réussi? Pas pour le moment, parce que je trouve que cet été aussi j'ai fait une rechute. Malgré le traitement, on n'est jamais à l'abri. Mais bon, c'est la vie qui veut ça, quoi. Et là, je reviens en force. Voilà. I'm back.
Et ça viendra, ça viendra. Mais je commencerai par le boulot, quoi, voilà, faire les choses en ordre. Faire les choses en ordre. Pour écouter les interventions des professionnels de santé et de l'accompagnement, pour écouter l'épisode plus général, je vous donne rendez-vous sur l'épisode 2 de la saison 4 de Podcast ou Sexiste, 1h30 de table ronde passionnante qui termine par des témoignages en direct et très inspirants. Je vous dis au mois prochain pour une nouvelle thématique. En attendant, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux à Podcast ou Sexiste.